France Inter. Aujourd'hui, dans Affaires sensibles, 4e et dernier épisode de notre série consacrée à l'assassinat de John Kennedy. En 1975, suite au scandale du Watergate, de grandes commissions parlementaires sont nommées pour enquêter sur les pratiques illégales du pouvoir américain et ses grandes agences de renseignement. Au cœur des débats, la question qui hante l'Amérique depuis 12 ans et qui inlassablement ressurgit, qui a tué Kennedy ? Plus les années passent, plus les pistes se multiplient et les langues se délient. De nouveaux personnages font leur entrée en scène avec fracas. Sam Giancana, John Roselli, Carlos Marcello ou Santo Trafficante. Leur silence est d'or et leurs paroles mortelles. Autrement dit, et la mafia dans tout ça. Les liaisons dangereuses avec la pègre de deux personnages clés du 22 novembre 63 sont particulièrement scrutées. Celle de Jack Ruby d'abord, l'assassin de l'assassin, petite frappe qu'on dit être un soldat de la mafia de Chicago, mais surtout celle de JFK lui-même. Oui, la gloire des Kennedy pourrait dissimuler un pacte avec le diable, rompu tragiquement un jour de novembre à Dallas. Notre invité aujourd'hui, André Caspi, historien, spécialiste des États-Unis et auteur de plusieurs ouvrages sur Kennedy, notamment John Kennedy, une famille, un président, un mythe, aux éditions Complexes en 2007. Affaires sensibles, une émission de France Inter, récit documentaire Bastien Jans, coordination Franck Cognard, chargé de programme Rebecca Donante, réalisation Étienne Bertin. Fabrice Drouel. Affaires sensibles sur France Inter. « 19 juin 1975. À la tombée de la nuit, Sam Giancana, Momo, ou Monnaie pour les intimes, se fait cuire quelques saucisses. Cet homme de 66 ans a l'air soucieux, et il peut l'être. Sa santé est fragile, il n'a plus l'énergie de ses 20 ans, quand il faisait les 400 coups avec les gars du 42 Gang, dans les rues de Chicago, le Chicago d'Al Capone. Depuis, Giancana gravit les échelons au sein de l'Outfit, la mafia de la ville. Il est devenu l'un des hommes les plus influents du pays. « J'ai mes hommes à la Maison-Blanche », aimait-il répéter, sans besoin de préciser lesquels. Une vie de pouvoir, de sang et de faste, une vie à choyer ses 3 filles et ses 1000 maîtresses, lui le bon père veuf. Après un exil forcé au Mexique, le revoilà revenu au bord du lac Michigan. Il n'est pas dupe, son retour inquiète. Et puis il y a cette satanée commission sénatoriale qui attend son témoignage. Cette commission dirigée par le sénateur Frank Church, qui veut tout déballer sur les petits arrangements du passé entre le gouvernement américain et la mafia. Giancana est un homme qui sait tout, ce qui fait de lui une cible de choix pour ceux qui veulent connaître la vérité, comme pour ceux qui tiennent au silence. Bref, la nuit, les saucisses, les soucis, that's life, comme le chante son grand ami Sinatra. Et il y a ce type-là qui sonne à la porte. Il doit avoir un visage ami, car Giancana, qui a fui la mort toute sa vie, ne se méfie pas. Mauvaise pioche. Le lendemain, son cadavre fait la une des JT américains. The CBS Evening News with Walter Cronkite. Good evening. Bonsoir. Sam Momo Giancana, le chef du syndicat du crime de Chicago, récemment cité dans un complot mafieux de la CIA visant à assassiner Fidel Castro, a été abattu. Les forces de l'ordre fédérales, nationales et locales affirment que le meurtre survenu tard dans la nuit au domicile de l'homme de 65 ans et situé dans la banlieue d'Oak Park ressemble à une exécution de la pègre. Le meurtre de la plus célèbre des figures de l'underworld américain ne sera jamais élucidé. Règlement de compte entre mafieux, mise à mort orchestrée par le FBI, la CIA, le gouvernement, allez savoir. Bien sûr, des milliers de personnes pouvaient lui en vouloir. Et pour cause, Giancana a commandité plus de 200 assassinats au cours de son ascension vers le pouvoir. Toujours est-il que l'ex-parrain de Chicago, à qui on a tiré 6 balles dans la bouche, devait témoigner devant la commission sénatoriale dans les semaines suivantes. Qu'aurait-il pu y raconter ? Probablement des détails sur ce qui occupe tous ses parrains, autant d'opérations illégales menées par le gouvernement et la CIA, qui n'auraient pas hésité à collaborer avec la mafia pour régler quelques questions extérieures. Liquider les dirigeants étrangers dont les têtes ne leur reviennent pas, par exemple. Mais qu'aurait-il pu révéler d'autre ?
15 ans après sa mort. Son frère et son neveu, Chuck et Sam Jr. Giancana, feront des révélations explosives dans leur livre Crossfire, publié à la fin des années 80. Elles sont résumées ici par le neveu dans un documentaire diffusé sur France 2. Sam Giancana a dit à mon père, on s'est occupé de Kennedy ensemble. Nous et des gars de la CIA, on s'est ligués pour assassiner le président des États-Unis. Bien sûr, ces présumées confessions du parrain à son frère ne sont pas des preuves. Mais tout de même, la piste mafieuse est intrigante. D'autant qu'étrangement, ni le procureur Garrison en 67, ni le cinéaste Oliver Stone dans son film 30 ans plus tard ne l'ont soulevé. Or, en ce brûlant été 75, le spectre de Kennedy vient agiter le petit milieu du crime. Si Giancana est mort, son ancien bras droit est attendu à la barre de la commission Church. Il s'appelle John Rosselli. Le 25 juin 1975, le New York Times rapporte longuement son audience. Washington, 24 juin. John Rosselli, ancien membre du gang d'Al Capone et agent de la mafia pendant la majeure partie de sa vie adulte, a déclaré aujourd'hui à une commission sénatoriale qu'il avait été recruté par la CIA dans le cadre d'un complot visant à tuer le premier ministre cubain, Fidel Castro, selon des membres de la commission. La CIA a également recruté Sam Giancana, un caïd de Chicago, dans ce qui était essentiellement un plan visant à empoisonner les 3 principaux dirigeants du gouvernement cubain et à créer une vacance du pouvoir dans le nouvel État révolutionnaire. Monsieur Giancana a été abattu jeudi dernier à son domicile d'Oak Park, dans l'Illinois. Le sénateur Church a déclaré que la commission avait prévu de faire témoigner Monsieur Giancana. La mort de Monsieur Giancana fait de Monsieur Rosselli la seule figure du crime organisé connue pour avoir été lié au complot. Handsome Johnny, comme on l'appelle dans le milieu, disparaît soudainement, quelques mois seulement après son premier témoignage, et surtout, quelques jours avant une nouvelle audience. Cette fois, Rosselli était censé passer à table sur l'implication présumée du milieu dans l'assassinat de Kennedy. Ceci explique peut-être cela. Rosselli est retrouvé dans le port de Miami à l'été 76, son corps découpé en morceaux flottant dans un baril de pétrole. Mourir à Miami, voilà qui n'est pas anodin. La Floride est le territoire de Santo Traficante, un autre mafieux impliqué dans les barbouzeries cubaines au début des années 60. Le FBI, qui a mis tout ce beau monde sur écoute, enregistre une petite phrase saisissante. Elle provient du dit Santo Traficante, qui se félicite de la disparition quasi simultanée de toutes ces figures de la mafia. Giancana, Rosselli, mais aussi Jimmy Hoffa, le célèbre patron du syndicat des routiers et grand ennemi des Kennedy, lui-même assassiné en 75. À présent, aurait ainsi affirmé Santo Traficante au téléphone, seules 2 personnes savent qui a tué Kennedy et elles ne parleront pas. Mais de qui parle-t-il ? De lui-même et de Carlos Marcello, le puissant parrain de la Nouvelle-Orléans, l'autre survivant de cette génération des mafiosi qui ont fricoté avec les Kennedy autour de la question cubaine et qui était l'employeur de l'oncle de Lee Harvey Oswald. À la suite des révélations explosives de la commission Church sur la participation de la mafia dans les affaires du gouvernement Kennedy, un nouveau comité est nommé à la Chambre des représentants cette fois. C'est la House Select Committee on Assassination, communément appelée HSCA, qui commence son travail à la fin de 1976. Son objectif, reprendre à zéro l'enquête sur le 22 novembre 63 et répondre une bonne fois pour toutes aux questions qui brûlent les lèvres de tous les Américains. Y a-t-il eu complot ? Et qui est derrière ? Alors rembobinons une dernière fois le film pour comprendre pourquoi la mafia aurait voulu la mort de Kennedy. Et remontons à juillet 1960. Ce jour-là, en France, l'émission 5 colonnes à la une se passionne pour les élections américaines. Tel est Richard Nixon, candidat républicain, 47 ans, marié, 2 enfants. Le candidat démocrate, Jack Kennedy, est moins connu du grand public. Il est catholique, ce qui lui vaut la méfiance d'un certain nombre d'Américains. Il a épousé une très jolie femme, ce qui est un atout aux États-Unis. Enfin et surtout, son père est un homme très riche et très puissant.
Au lendemain de son élection comme candidat, Jack Kennedy s'est retiré chez lui dans le Massachusetts, à Hyannisport, une station balnéaire à la mode, un peu le Saint-Tropez des États-Unis. C'est là qu'il nous a reçus, dans son jardin, après avoir satisfait le désir frénétique de poignée de main de ses concitoyens. Monsieur le sénateur, permettez-moi de vous remercier très sincèrement d'avoir bien voulu accueillir les envoyés de 5 colonnes à la une. C'est un plaisir. J'aimerais bien être en France, mais grâce à vous, j'y suis un peu aujourd'hui. Le monde découvre alors le sénateur Kennedy, 43 ans, stature haute et sourire avenant. Ce jeune loup de la politique américaine, venu de Boston, est déjà bien rompu aux joutes politiques de Washington. Voilà 6 ans qu'il est sénateur, 13 qu'il est élu du peuple. Son père, Joseph Kennedy, a été l'ambassadeur des États-Unis au Royaume-Uni pendant 2 ans, entre 1938 et 1940. Une expérience qui a tourné court, puisque Joe a été rapatrié rapidement. Son enthousiasme pour le parti nazi faisait sérieusement tâche. Oui, un air apeurant s'émane des immenses manoirs de la richissime famille Kennedy, à Brooklyn et Hyannisport, où une tripotée d'enfants blonds grandit sous l'œil autoritaire d'un père aux idées courtes et à l'ambition sans fin. Et d'ailleurs, d'où vient le pouvoir et la fortune de ce clan Kennedy, arrivé d'Irlande sans le sou un siècle plus tôt? Si Kennedy père a indéniablement réussi son mariage avec Rose Fitzgerald, qui n'est ni plus ni moins que la fille du maire de Boston, l'homme d'affaires se serait aussi accoquiné avec des personnes moins recommandables. C'est Robert Blakey qui en parle dans le documentaire La face cachée des Kennedy, diffusé sur France 5 en 1999. Blakey n'est pas n'importe qui. C'est lui qui dirige la SHCA en 1976. Joseph Kennedy possédait de nombreux talents. Mais une des choses que l'histoire va devoir écrire, c'est qu'une grande partie de son argent, et il était vraiment très riche, provenait de la prohibition et de la vente interdite d'alcool. Ces faits sont confirmés par des gens tels que Frank Costello, une des grandes figures du crime organisé, et par Doc Satcher, un autre grand de la pègre. Tous ont affirmé, à la fin de leur vie, avoir travaillé avec Joe Kennedy dans le commerce illégal d'alcool. Ainsi, rien n'entrave l'ascension de Joseph Kennedy. Et peu importe si sa carrière politique est freinée par ses prises de position désastreuses, s'il est né de la fratrie périe à la guerre, ou s'il faut lobotomiser l'une de ses filles parce qu'elle dérange, non. Rien n'empêche Joe Kennedy d'engendrer 2 des plus séduisantes figures politiques que l'Amérique du XXe siècle ait connues. Dans les années 50, l'Amérique se familiarise avec les teints hâlés et les idées libérales de ses 2 fils. John, donc, et aussi Bobby, la trentaine, jeune conseiller juridique et soutien indéfectible de son grand frère. Un cadet qui, tout en participant activement à l'ascension vers la Maison-Blanche de son aîné, se fait un prénom et un surnom de la part de ses ennemis. Booby, le nigo, trouvaille de l'un des hommes les plus puissants du pays, le patron du syndicat des routiers Jimmy Hoffa, corrompu jusqu'à la moelle, a coquiné avec la mafia de Chicago. Il faut dire qu'à la commission sénatoriale, Bobby Kennedy, en bruyant conseiller juridique, fait du zèle et impose à Hoffa des audiences survitaminées. Avez-vous dit qu'un certain SOB va se faire casser la figure? Qui? Vous. À qui? À qui que ce soit. Je ne sais pas de quoi vous parlez, je ne comprends rien à ce que vous dites. Monsieur Hoffa, je vous explique, tout ce que j'essaye de savoir, c'est à qui appartient la figure que vous allez casser. Ainsi, c'est en chevalier blanc de la lutte contre la corruption et le crime organisé que les frères Kennedy avancent dans cette campagne présidentielle de 1960. Mais ça tombe mal. Les liens entre Joseph, le père, et la mafia de Chicago ne se seraient pas interrompus après la prohibition. Pire encore, il est établi aujourd'hui que la campagne de JFK en 1960 a été soutenue financièrement par Sam Giancana himself. Dans le documentaire La face cachée des Kennedy, c'est la fille de Giancana qui témoigne des liens étroits entre sa famille et celle des Kennedy. Ce que Carver DeLoach, l'ancien numéro d'Edgar Hoover, confirme, le FBI n'ignorait rien de ce qui se tramait. En coopérant et en aidant les Kennedy,
Mon père espérait qu'il lui foutrait la paix pour faire ce qu'il avait à faire. Il a été établi avec certitude lors d'une écoute téléphonique, excusez-moi, disons plutôt grâce à nos micros, que la mafia de Chicago avait donné environ $25 000 pour la campagne de Kennedy. Des milliers de votes annulés, des électeurs encouragés avec un petit billet. On ne saura jamais dans quelle mesure exactement la mafia de Chicago a contribué à fausser l'élection de John Kennedy à la présidentielle en 60. On sait en revanche que le FBI est au courant, mais qu'il préfère se taire. On suppose aussi que les rapports entre Giancana et la famille Kennedy dépassaient de loin le cadre du mécénat. Momo Giancana tenait les Kennedy parce que, vous savez, au propre comme au figuré, oui. Selon le frère et le neveu du parrain, Momo orchestrait en secret la vie sexuelle du père et des fils Kennedy, dont l'appétit pour les corps féminins était insatiable et les tromperies à leurs épouses quotidiennes. Giancana trouvait ainsi un relais en la personne de Frank Sinatra himself. Les micros du FBI et de la mafia enregistrent tout, et les dossiers sont JFK CP6. Giancana se paye même le luxe de partager une maîtresse avec le jeune président, la dénommée Judith Campbell, qui témoignera des décennies plus tard des petits messages qu'elle transmettait entre la Maison-Blanche et l'antre du diable. Bref, quand le beau et immaculé John Kennedy prête serment sur la Bible le 20 janvier 1961, sous la clameur du peuple de Washington, personne ne sait qu'il a plusieurs pistolets posés contre la tempe. Ce n'est pas le jour J, mais le jour K. K comme Kennedy. Coiffé d'un haut de forme, comme le veut le protocole, John Fitzgerald Kennedy, 35e président des États-Unis, a solennellement pris ses fonctions. Après l'hymne national chanté par Marian Anderson, le plus jeune président que les États-Unis aient jamais élu a prêté le serment traditionnel sur la Bible. The Constitution of the United States. So help you God. So help me God. Après avoir reçu les félicitations de son concurrent Nixon et de son prédécesseur le général Eisenhower, le nouvel hôte de la Maison-Blanche a prononcé son premier discours officiel. And so, my fellow Americans, ask not what your country can do for you, ask what you can do for your country. Conformément aux recommandations de son père, JFK nomme comme ministre de la Justice son frère, Bobby. Idéaliste et forcené, celui-ci déclenche alors, avec toute la puissance de l'État fédéral, une lutte à mort contre la corruption et contre la mafia. En 1960, il écrit dans son livre « L'ennemi intérieur » : « Si nous n'attaquons pas le crime organisé avec des armes et des techniques aussi efficaces que les leurs, ils nous détruiront. » Père de Kennedy. Affaires sensibles, Fabrice Drouel. Août 1959, Cuba. Santos Traficante se languit à Tres Cornia, une ancienne base des marines, transformée par le régime de Castro en camp de prisonniers. Depuis un mois, il n'a que les yeux pour pleurer et compter ses pertes. Casino, boîte de nuit, coffre-fort, le régime castriste a tout raflé. Terminé l'Eldorado cubain pour la mafia américaine, qui autrefois bénéficiait d'un blanc-seing du régime dictatorial de Batista, le pion des Américains. Le régime castriste a entamé une purge violente, et Santos Traficante, qui fut l'un des plus riches parrains de l'Amérique du Nord, se trouve menacé. Le 18 août, toutefois, il est libéré et peut quitter l'île, probablement vers la Floride, où on le retrouvera en maître des lieux plus tard. Mais attardons-nous encore un instant sur son été 59. La commission sur les assassinats de 76 s'intéresse aux visites reçues par Santos Traficante, et notamment la venue potentielle d'un petit homme dégarni venu de Dallas, un certain Jack Ruby. Cet été-là, à la Havane, ce patron de boîte de nuit au Texas rend visite à Traficante en prison. Un journaliste britannique, lui aussi emprisonné à Tres Cornia, est persuadé d'avoir vu Traficante converser avec Jack Ruby. Son témoignage, transmis dès 1964 au FBI, ne sera pas pris au sérieux par la commission Warren. Mais l'idée n'en fait pas moins son chemin. Est-ce que Ruby a participé à la libération de Traficante en 1959 ?
Cela lui conférerait dès lors un rôle important au sein de la pègre américaine et relierait à l'inverse le parrain de Floride à l'assassin de Kennedy. Ainsi, les relations de M. Ruby avec des figures de la mafia intéressent grandement les enquêteurs. Lui, l'homme de Chicago qui a traîné avec les hommes de main de Giancana. Lui, le patron de boîte de nuit qui a des contacts avec le petit parrain de Dallas, Joseph Chivello, et avec des hommes du tout-puissant Carlos Marcello de la Nouvelle-Orléans. Ce cher M. Ruby, enfin, qui aurait passé nombre de coups de fil suspects quelques jours avant le 24 novembre 63, comme s'il organisait quelque chose. Appelé à la barre de la Chambre des représentants le 28 septembre 78, le parrain à la retraite Santos Traficante vient se défendre d'avoir jamais connu Jack Ruby ou Lee Harvey Oswald, mais se montre plus disert quand il s'agit d'évoquer les années Kennedy. Monsieur Traficante, avez-vous déjà connu un Jack Ruby ? Non, monsieur. Monsieur Traficante, avez-vous eu connaissance de l'assassinat du président Kennedy ? Absolument pas. Aviez-vous déjà connu ou entendu le nom de Lee Harvey Oswald ? Jamais de ma vie. Monsieur Traficante, étiez-vous au courant du programme de surveillance physique du ministère de la Justice dans les années 60 ? J'étais tellement au courant qu'ils ont vécu avec moi pendant environ 15 ans. Avez-vous déjà eu des discussions avec monsieur Marcello concernant le président Kennedy ou le procureur général Robert Kennedy ? J'ai probablement discuté avec lui de Robert Kennedy. Pouvez-vous nous dire en quoi consistait cette conversation ? La conversation portait sur le fait que Bobby Kennedy avait fait expulser Marcello illégalement, l'avait mis dans un avion avec des marshals et l'avait jeté au Guatemala. Telle était la conversation. Dès le début de son mandat, en 1961, le jeune ministre de la Justice, Robert Kennedy, déchaîne la foudre de l'État fédéral sur les milieux du crime organisé. Les chiffres sont éloquents. Les actes d'accusation et les condamnations contre les mafieux augmentent de 600%. Des milliers de poursuites sont engagées. Et il ne s'agit plus de se payer le médiatique Jimmy Hoffa, mais de désosser les grandes familles de Chicago, de New York, de Floride et surtout de la Nouvelle-Orléans. Le parrain de Louisiane, Carlos Marcello, lui a droit à un traitement de faveur. Comme il a indiqué sur des documents falsifiés être originaire du Guatemala, Bobby Kennedy le prend au mot et l'exile dans ce pays, en avril 61. Un coup d'éclat, mais aussi un coup d'épée dans l'eau. Sorti par la porte, Marcello reviendra par la fenêtre, et avec le couteau entre les dents. Des mémos du FBI rapportent ses propos plus que menaçants contre les Kennedy quelques semaines avant le meurtre. Un chien continue à mordre si on lui coupe la queue, pas si on lui coupe la tête. Lâchera-t-il, par exemple ? Comprendre, viser les nez, ça calmera le cadet. Justement, en ce printemps 61, alors que Marcello est exilé au Guatemala et que le clan Kennedy s'est fait un nouvel ennemi mortel, JFK commet un premier impair. En américain, Bay of Pigs, en français Baie des cochons. C'est le 15 avril 61, le jour de gloire de Cuba et le jour de honte de l'administration Kennedy. Ce jour-là, 1500 émigrés débarquent, soutenus par de faux avions cubains affrétés par le CIA, c'est-à-dire par les services secrets américains. Les services secrets américains font plusieurs erreurs. Ils croient que la population se soulèvera contre le régime de Fidel. C'est le contraire. Ils croient que la Havane n'a pas de blindés. Au contraire, la Havane a des blindés et s'en sert. Fidel et l'armée régulière prennent la situation en main. 72 heures après, c'est la défaite. La baie des cochons n'a fait que renforcer le régime cubain. Le débarquement de la baie des cochons avait été préparé soigneusement sous la mandature de l'ex-président Eisenhower par les agents de la CIA, avec quelques sbires de la mafia et les millions de l'État américain. Tous poursuivaient le même objectif, renverser la racaille communiste et reconquérir Cuba. Pour tout ce beau monde, l'échec de l'opération incombe à un homme, le nouveau président, John Kennedy. Ménageant la chèvre et le chou, ce jeune président, tout en amorçant la détente avec Moscou, continue de jouer avec le feu sur la question cubaine. JFK soutient le déclenchement d'une nouvelle opération de barbouzerie, l'opération Mongoose. Objectif, tuer Castro, mais discrètement. Et pour ça, pourquoi ne pas faire appel à de vieux amis ? Celui qui parle le mieux de cette opération n'est autre que celui qui l'orchestre, l'ex-agent de la CIA, Robert Maheu. En 1961, il est invité par ses supérieurs à rencontrer un certain Johnny Rosselli, porte-flingue du parrain Giancana.
Eux témoignent 30 ans plus tard dans le documentaire La face cachée des Kennedy. La CIA m'a demandé de contacter Rosselli afin qu'il voie si certains de ses associés de la mafia seraient prêts à participer à l'assassinat de Fidel Castro. Ils ont d'abord pensé pouvoir le faire avec des armes à feu, mais personne ne voulait prendre un tel risque. Ils ont alors décidé d'utiliser un poison, agissant avec retard. Les pilules de poison m'ont été données dans des emballages plastiques par la CIA, et moi je les ai données à Rosselli. Il ne vous a pas échappé que Castro a survécu à Kennedy, Johnson, Nixon et même Reagan. L'opération Mongoose est donc un échec, doublé d'un scandale d'État révélé en 1975 par la commission Church. On vous l'a raconté au début de ce récit. Des dizaines de millions de dollars investis chaque année pour rien, qui auront surtout engraissé les réseaux de crime organisé américains. Ainsi, John Kennedy s'avance-t-il vers sa fin tragique. Visage à deux faces. D'un côté son frère, intrépide, mène une guerre intraitable et ultra-médiatisée contre la mafia. De l'autre, le président complote avec cette même mafia pour assassiner Castro, fricote avec les maîtresses de la pègre, tout en faisant passer des messages aux parrains. Après la crise des missiles en 62 qui aurait pu déclencher une guerre nucléaire, Kennedy appuie sur le frein dans le projet cubain. Il s'engage même, publiquement, à ne jamais envahir l'île. Mais a-t-il encore le contrôle ? On sait que le réseau de l'opération Mongoose continue d'être actif autour de Miami et de la Nouvelle-Orléans, notamment autour d'officines secrètes de la CIA qui soutiennent les groupes paramilitaires d'exilés cubains. Et c'est là qu'on retrouve de vieilles connaissances, tels Guy Bannister et David Ferry à la Nouvelle-Orléans, avec dans leur sillage, peut-être, un certain Lee Harvey Oswald. Le 22 novembre 1963, un stylo empoisonné passe de main crapuleuse en main crapuleuse. C'est un présent pour Castro. Cette fois, il doit y passer. Ce même jour, à la Nouvelle-Orléans, Carlos Marcello se prend la tête à deux mains. Il est en plein procès et il pourrait bien se trouver expulsé de nouveau. À Miami, Santos Traficante dîne avec son avocat, Frank Ragano. À Chicago, Sam Giancana est cloîtré dans son manoir. Jimmy Hoffa, lui, mange une glace. C'est le film The Irishman de Martin Scorsese qui nous le raconte. Quand à midi et demi, précisément, le funambule Kennedy tombe de son film. Monsieur Hoffa, allez-vous assister aux obsèques du président ? J'ai pas été invité. Pas besoin d'y être invité, 1 million d'Américains seront présents. Eh bien, il faudra que je consulte mon emploi du temps. Si vous deviez y aller et faire un discours, vous diriez quoi ? Je dirais que Bobby Kennedy est redevenu un simple avocat. Bordel de merde. Oui, Jimmy avait raison. Presque raison. On en avait fini avec Bobby. Il ne serait plus jamais ministre de la Justice. Affaire réglée. Mars 1979, la HSCA transmet ses conclusions. Critiquant fermement l'enquête du rapport Warren, elle admet pourtant l'implication certaine d'Oswald dans le meurtre, laissant ouverte l'idée qu'il y a peut-être eu conspiration. Concrètement, elle se base sur les mesures d'intensité acoustique d'une bande sonore enregistrée sur une moto le jour du meurtre, laissant entrevoir non 3, mais au moins 4 pics, donc 4 coups de feu, donc un second tireur, donc... Stop. Cette pièce à conviction, bien fragile, a été démontée des années plus tard. L'enregistrement n'aurait pas eu lieu sur la Dealey Plaza. En vérité, et c'est cela qu'il faut retenir dans cet écheveau de thèses et de suppositions, la HSCA n'a pu réunir aucune preuve de plus que la commission Warren pour étayer l'idée d'un complot. Sur la piste mafieuse, par exemple, aucun enregistrement du FBI dans les milliers de bandes réalisées au tournant des années 60 ne mentionne à aucun moment l'idée que la mafia a orchestré le meurtre. La commission se résigne donc à une conclusion ouverte. 1. Lee Harvey Oswald a tiré 3 coups de feu sur John Fitzgerald Kennedy. Le 2e et le 3e atteignirent le président. Le 3e coup de feu tiré tua le président.
2. Une preuve scientifique de nature acoustique a conduit à la forte probabilité que 2 tireurs avaient fait feu sur John Fitzgerald. Des mois de préparation, des dizaines d'hommes impliqués et des projets distincts élaborés dans plusieurs villes. Miami, Chicago, Los Angeles. Mais à Dallas, les chances de succès étaient meilleures. Les hommes politiques et la CIA ont vraiment simplifié les choses. On a tous fourni des hommes. Je supervisais ce que devait faire le milieu, et les gars de la CIA s'occupaient du reste. Quand j'ai dit à Marcello de quoi il s'agissait, il a répondu qu'Oswald était fait pour ce boulot. Il était parfait, il avait l'air communiste, il sentait le communiste. La sécurité était si mal foutue le jour du meurtre, merde. Un gamin de 5 ans aurait pu buter Jack Kennedy. Le meurtre de Dallas était exactement comme toutes les opérations qu'on avait organisées avant. On avait déjà renversé des tas de gouvernements dans des tas de pays. Cette fois, on l'a fait chez nous. C'est tout. France Inter. Affaires sensibles. Fabrice Drouel. Aujourd'hui, 4e volet de notre série sur John Kennedy et la mafia dans tout ça. On en parle avec notre invité, André Caspi. Bonjour. Bonjour. Historien spécialiste des États-Unis, auteur de plusieurs ouvrages sur Kennedy, notamment John Kennedy, une famille, un président, un mythe, aux éditions Complexes en 2007, et tant d'autres livres que les élèves de Sciences Po ont lus, par exemple. Alors, première question, pensez-vous que le complot avec implication de la mafia est une thèse crédible concernant l'assassinat de John Kennedy? Vous savez, des thèses crédibles sur l'assassinat de Kennedy, elles sont multiples. Alors il y a bien sûr le rôle de la mafia, mais il y a aussi éventuellement le rôle du complexe militaro-industriel, qui aurait souhaité une plus grande participation des États-Unis au combat contre les communistes d'Indochine. Il y a aussi la possibilité que ce soit la CIA, la possibilité que ce soit le FBI ou le KGB. Bref, toute une série d'hypothèses ont été avancées. Le résultat, c'est que, au fond, on ne sait pas s'il y a eu plusieurs tireurs. Or, officiellement, la vérité, c'est que Lee Harvey Oswald a tiré sur le président, mais ce qui est certain, c'est que le service de sécurité des présidents était tout à fait insuffisant, parce que circuler dans une rue de grande ville comme Dallas à vitesse réduite, dans une voiture découverte, il est évident que c'était exposer le président à une tentative d'assassinat et à un assassinat tout court. Et ça n'est pas, en somme, dans cet esprit-là qu'il faut essayer de comprendre la présidence de Kennedy. La présidence de Kennedy, c'est autre chose que l'assassinat. Alors parlons justement du mandat écourté de Kennedy. Alors il y a eu des discours très marquants sur la conquête de la Lune. Il y a aussi ne demandez pas ce que le pays peut faire pour vous, mais ce que vous pouvez faire pour le pays. On fait ça pas parce que c'est facile, mais parce que c'est dur. Il y a la nouvelle frontière. Est-ce que c'est pas la présidence de Kennedy, d'abord beaucoup de communication et des formules? C'est beaucoup de communication, mais c'est surtout quelque chose de nouveau qui est intervenu dans l'histoire des États-Unis, parce que il ne faut pas oublier que John Kennedy succède au président Eisenhower. Eisenhower, un grand général de la Seconde Guerre mondiale, mais qui a exercé également une présidence des États-Unis pendant 8 ans. Donc Kennedy représente la jeunesse. Et comme vous l'avez très bien dit, c'est le plus jeune président élu. Il y a un renouvellement des générations qui s'opère avec l'arrivée de Kennedy. Ouais. Et c'est en ce sens, si vous voulez, qu'il y a un renversement des tendances de l'histoire, qu'il y a en somme un renouvellement dans l'histoire des États-Unis. Kennedy incarne cette jeunesse. Alors, évidemment, c'est une jeunesse qui a commis des erreurs, c'est une jeunesse qui a connu des grandeurs, tout cela en l'espace de 2 ans et demi. Et avec de l'humour aussi, quand Kennedy arrive à Paris, il dit « Je crois je suis l'homme qui accompagne Jackie Kennedy ». Il y a un style, il y a quelque chose de frais. Il y a beaucoup d'humour, souvent un humour qui est préparé, oui, bien sûr, ça n'est pas spontané. Kennedy, c'est l'homme qui séduit, c'est un grand séducteur. Mais Jacqueline Kennedy aussi.
Bien sûr. Car n'oubliez pas que lorsqu'ils sont à Paris et que Jacqueline traverse la place de la Concorde, la foule est tellement immense que la voiture ne peut plus avancer. Donc ça veut dire que il y a une sorte de changement dans l'image même que les États-Unis donnent au reste du monde et plus particulièrement à ce que l'on appelait à cette époque le monde libre. C'est-à-dire qu'au fond, il est l'incarnation du monde libre. C'est dont Nixon a fait des frais d'ailleurs, qui lui apparaissait dans la campagne comme un peu flétri. Oui, et cela dit, ce qui est très curieux, c'est que Nixon n'est pas un vieil homme. En plus, non. Non, Nixon, il a 47 ans. C'est-à-dire qu'au fond, il a quelques années de plus que Kennedy. Mais Nixon a aussi beaucoup d'expérience. Il a été le vice-président d'Eisenhower. C'est-à-dire qu'au fond, c'est un homme politique qui est bien ancré dans la société américaine, qui aurait très bien pu être élu, car la différence de voix entre Kennedy et Nixon aux élections présidentielles est extrêmement mince. Et on peut même s'interroger sur les difficultés de comptage qui ont surgi au moment de cette élection présidentielle. Alors, est-ce qu'il y a des liens entre la famille Kennedy et la mafia? Ça, c'est indéniable. Oui. Quelle était l'influence de ces liens pour l'élection de Kennedy et pendant sa présidence, mais surtout pour l'élection? Est-ce que il a été élu avec le concours de la mafia? C'est ce qu'on dit. Oui. Ce qu'on dit aussi, c'est que au fond, il est élu grâce à une différence de voix dans l'État du Texas. Ah, tiens donc. Et l'État du Texas, c'était l'État de Lyndon Johnson, c'est-à-dire du candidat à la vice-présidence. Donc, il est possible, je dis bien possible, je ne dis pas probable, il est possible que Lyndon Johnson ait un peu aidé au résultat du Texas. Et c'est cette différence minime, très minime, entre Kennedy et Nixon qui permettent à Kennedy d'accéder à la présidence. Autrement dit, il y a là quelque chose qui reste du domaine de l'hypothèse, mais qu'il ne faut pas sous-estimer. Il est évident que Lyndon Johnson a joué un rôle déterminant dans l'élection de Kennedy en 1960. Enfin, concernant Kennedy, il y a un bilan, il y a une politique, les droits sociaux, les droits civiques. Oui, et puis aussi peut-être une inflexion dans l'histoire de la guerre froide. Car lorsque Kennedy tente de renverser Fidel Castro en 1961, il échoue, vous l'avez rappelé, et puis à partir de 62, la bataille idéologique de 1962, il a décidé de ne plus renverser Fidel Castro, ce qui veut dire que Fidel Castro va rester au pouvoir encore des dizaines d'années. Donc ça veut dire qu'il y a un changement dans l'histoire de la guerre froide, c'est-à-dire que Kennedy a montré que les États-Unis sont capables d'agir d'une manière brutale, mais qu'ils ne le font pas. C'est-à-dire qu'au fond, ils sont partisans du statu quo, ils acceptent l'idée qu'il y a une Union soviétique et que cette Union soviétique peut continuer à manifester son influence à Cuba. France Inter. Affaires sensibles. André Caspil, il y a un mythe de Kennedy, un mythe de la famille Kennedy, mais si on y regardait de plus près, on s'aperçoit que Joseph Kennedy, le père, n'était pas forcément recommandable, que le fils aîné s'est tué à la guerre, que le deuxième, John, a été assassiné, Bobby a été assassiné. Peut-être Kennedy, on pourra en dire un mot, mais c'est un peu le grand oublié. Il y a un côté clan chez les Kennedy, comme une famille qui fait main basse sur un pays. Est-ce qu'on a ressenti ça? C'est-à-dire qu'au fond, il ne faut pas sous-estimer l'héroïsme d'un des fils Kennedy, celui qui a été tué pendant la Seconde Guerre mondiale. Joseph, qui porte le même nom que son père. Mais je ne parle pas du père, je parle du fils, mais qui porte le même prénom. Il ne faut pas sous-estimer non plus l'importance de John Kennedy, parce que c'est un renouvellement dans les générations.
il faut pas non plus sous-estimer l'importance de Robert Kennedy, qui a essayé de reprendre l'héritage familial et qui a été lui-même assassiné pendant la campagne électorale de 1968. Et puis aujourd'hui, il y a encore un certain nombre de Kennedy qui tiennent une place importante. Robert Kennedy Jr., donc le fils de Robert Kennedy assassiné en 1968, Robert Kennedy Jr. deviendra peut-être l'un des secrétaires du président Trump. Et puis il y a aussi une fille qui est ambassadrice en Australie. Bref, les Kennedy, c'est une grande famille. N'oubliez pas non plus que Robert Kennedy a eu 11 enfants. Alors, évidemment, Elon Musk le bat, puisque Elon Musk, pour l'instant, a 12 enfants. Mais ça veut dire quand même qu'il y a une tradition Kennedy qui fait que c'est un rôle important que les Kennedy tiennent dans cette histoire. Et attendez, ce que je veux bien souligner, c'est que, au fond, ce sont des catholiques dans un pays protestant. Et ce que l'on peut dire, c'est que John Kennedy, c'est le premier président catholique des États-Unis. Et au total, jusqu'à maintenant, il n'y en a eu que 2. John Kennedy et Joe Biden. Ah oui, effectivement. Et le côté sulfureux des Kennedy, les hommes à femmes, les tromperies, peut-être des liens avec la mafia. Qu'est-ce qu'on en fait de ce côté sulfureux ? Écoutez, je dirais que le côté sulfureux, c'est le résultat peut-être de la puissance des Kennedy, c'est-à-dire que ils jouent un rôle très important dans la société. On suit de près ce qu'ils font de bien, ce qu'ils font de mal. Ça fait partie, si vous voulez, de la tradition américaine. Ça fait partie d'une sorte d'héritage. André Caspi, Jimmy Carter vient de mourir il y a quelques jours. Quelle trace laisse-t-il ? On est souvent sévère avec lui jusqu'à presque l'erreur de casting. C'est-à-dire que Jimmy Carter est arrivé à la présidence à la suite du scandale du Watergate. C'est-à-dire le Watergate a contraint Richard Nixon à démissionner en 1974. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de Jimmy Carter ? C'est que, évidemment, c'est lui qui a réussi la réconciliation entre Israël et l'Égypte par les accords de Camp David, et c'est très important parce que ces accords restent aujourd'hui en vigueur, mais il a raté bien d'autres choses. C'est-à-dire que c'est lui aussi qui a raté l'arrivée des extrémistes en Iran. C'est lui qui a subi la prise d'otage de 52 diplomates par Téhéran qui sont restés en otage pendant 444 jours sans que Carter puisse arriver à les délivrer. Ils n'ont été délivrés que le jour où Ronald Reagan a pris le pouvoir. Donc ça veut dire que, en fin de compte, Jimmy Carter n'a pas bien réussi sa présidence. Jimmy Carter est devenu une sorte d'idole après sa présidence. C'est au fond un président qui n'a pas beaucoup réussi sa présidence, mais qui a réussi sa sortie de présidence. Donc entre 1980 et puis sa disparition toute récente, il a tenu un rôle moral, notamment en Amérique latine, mais pas uniquement. Et c'est peut-être cela qui restera dans l'histoire des États-Unis. Et toute dernière chose, une BD vient de sortir intitulée Ronald Reagan, le crétin qui a gagné la guerre froide. Pas si crétin que ça, parce qu'en fait, Reagan a tout gagné. Ce que je crois, c'est que Ronald Reagan a été un grand président. Ça n'était certainement pas un crétin. Merci infiniment, André Cassi. On aurait pu parler de Donald Trump. On vous recevra une prochaine fois. On va attendre son investiture. Merci infiniment. Au revoir. C'était Affaires sensibles aujourd'hui, de l'assassinat de John Kennedy et la mafia. Une émission que vous pouvez réécouter en podcast, bien sûr. À la technique aujourd'hui, il y avait Loïs Moreau.